Un médecin voit des enfants sans abri faire rire sa fille en fauteuil roulant pour la première fois et sa vie en est transformée. Le docteur Carlos Mendoza était perdu dans ses propres pensées lorsqu'une chose qu'il n'avait jamais imaginé voir se produisit juste devant ses yeux. Sa fille Valeria, qui depuis 2 ans n'avait montré aucun signe de joie, riait à gorge déployée comme n'importe quelle petite fille normale de 6 ans. C'est alors qu'il aperçut l'enfant pieds nus dans la cour de l'hôpital, faisant des grimaces amusantes pour sa fille. L'enfant n'avait pas plus de 8 ans. Il portait un t-shirt usé et un short déchiré, mais affichait un sourire contagieux qui transforma complètement le visage mélancolique de Valeria. Le docteur Carlos sentit son cœur s'emballer. Combien de temps s'était écoulé sans entendre ce rire cristallin? Le médecin lâcha les papiers qu'il tenait et courut vers la cour. Il avait besoin de savoir qui était cet enfant et comment il avait réussi ce que lui, avec toute sa formation en neurologie, n'avait pas pu faire en 2 longues années de traitement. « Attends, mon garçon » cria le docteur Carlos, mais le petit le regarda avec peur et s'enfuit en courant. « Papa va revenir » demanda Valeria. Et ce fut la première question spontanée qu'elle posa depuis l'accident. Le docteur Carlos s'agenouilla près du fauteuil roulant de sa fille, essayant de contrôler l'émotion qui l'envahissait. Valeria avait perdu l'usage de ses jambes et était tombée dans une profonde tristesse après que sa mère soit décédée dans le même accident de voiture qui l'avait laissée ainsi. Depuis, la petite fille vivait dans un état d'apathie qui brisait le cœur de son père. « Je ne sais pas, mon amour, mais il a laissé ça, » dit-il en ramassant un papier froissé par terre. Le message était simple, écrit d'une écriture enfantine, « Je reviens demain pour la rendre heureuse à nouveau. » Cette nuit-là, le docteur Carlos put à peine dormir. Doña Consuelo, la gouvernante qui s'occupait de Valeria pendant la journée, remarqua le changement de comportement de la petite fille. « Docteur, la petite Valeria a demandé 3 fois si elle pouvait être dans la cour de l'hôpital demain, » commenta la femme de 60 ans en ajustant les oreillers sur le lit de l'enfant. « Elle a vraiment dit ça ?» Le docteur Carlos ne put cacher l'espoir dans sa voix. « Oui, elle l'a dit. Et quelque chose d'autre. Elle m'a demandé de lui coiffer joliment les cheveux. Il y a longtemps qu'elle ne se souciait plus de son apparence. » Le lendemain, le docteur Carlos arriva tôt à l'hôpital. Il était au milieu d'une consultation lorsque sa secrétaire, Patricia, frappa à la porte. « Docteur, il y a un enfant dans la cour qui fait encore rire Valeria. » L'infirmière en chef Guadalupe est mécontente de la situation. Le docteur Carlos s'excusa auprès du patient et courut presque vers la fenêtre. Là se trouvait le même enfant que la veille, faisant cette fois des grimaces qui provoquaient les éclats de rire de Valeria. D'autres enfants dans la cour s'approchèrent également pour voir le petit spectacle. « Ça ne peut pas continuer » dit Guadalupe, une femme de 50 ans connue pour sa rigueur. « Nous ne savons rien de cet enfant. Il pourrait être dangereux. » Dangereux, le docteur Carlos se tourna vers elle. « Guadalupe, ma fille n'avait pas souri depuis 2 ans. » 2 ans? Et vous croyez que cet enfant est dangereux? Docteur, je comprends votre émotion, mais il y a des protocoles. L'enfant n'a pas la permission d'être ici. Le docteur Carlos descendit en courant dans la cour, mais cette fois il alla plus lentement pour ne pas effrayer l'enfant. Le petit était accroupi devant Valeria, lui racontant quelque chose qui la faisait sourire. « Bonjour » dit le docteur Carlos doucement. « Comment t'appelles-tu » L'enfant le regarda avec méfiance, prêt à s'enfuir à nouveau. « Je suis son père. Merci beaucoup d'avoir fait rire ma fille. »« Je m'appelle Diego » répondit l'enfant en se relaxant un peu. « Elle est très gentille. Hier elle m'a dit qu'elle aimait mes pitreries. »« Où habites-tu, Diego » L'enfant baissa la tête et remua ses pieds nus sur le sol. « Sur la place là-bas, il y a de bons bancs pour dormir. » Le docteur Carlos sentit un serrement au cœur. Un enfant si petit vivant dans la rue. « Et tes parents ?»« Je n'en ai plus » répondit Diego simplement, sans apitoiement. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre like et, surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, la suite. Diego, aimerais-tu manger avec nous aujourd'hui demanda le docteur Carlos. Les yeux de l'enfant s'illuminèrent, mais il hésita ensuite. Je n'ai pas de beaux vêtements. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as rendu ma fille heureuse. Pendant le repas à la cantine de l'hôpital, le docteur Carlos observa l'interaction entre Diego et Valeria.
L'enfant avait un don naturel pour divertir les enfants. Il racontait des histoires drôles, prenait différentes voix pour chaque personnage et réussissait à faire rire même les employés qui passaient par là. « Diego, comment as-tu appris à faire ça ?» demanda le docteur Carlos. Quand mes parents étaient encore là, ma mère disait toujours que le rire était la meilleure médecine. Après leur départ, je me sentais très triste. Alors j'ai découvert que quand je faisais rire les autres, je me sentais aussi moins triste. La simplicité et la sagesse de ces mots émurent profondément le médecin. Cet enfant, si jeune et avec si peu, avait découvert quelque chose que lui, avec toutes ses études, avait oublié. Cet après-midi-là, le docteur Carlos prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il chercha l'assistante sociale de l'hôpital, la docteure Alejandra, une femme expérimentée de 55 ans. « Alejandra, j'ai besoin de votre aide. Il y a un enfant qui vit dans la rue et qui fait des miracles avec ma fille. Docteur, vous connaissez les procédures. S'il y a un enfant en situation de risque, nous devons prévenir les autorités compétentes. » Je sais, mais, le docteur Carlos hésita. Puis-je faire quelque chose de plus direct? Puis-je aider cet enfant personnellement? La docteure Alejandra le regarda attentivement. Docteur, je comprends votre gratitude, mais ces situations sont complexes. Laissez-moi parler à l'enfant d'abord, faire une évaluation appropriée. Pendant ce temps, chez le docteur Carlos, Doña Consuelo remarquait des changements significatifs chez Valeria. Docteur, la petite m'a demandé de l'emmener au jardin aujourd'hui. Elle a dit qu'elle voulait voir les fleurs. Cela faisait des mois qu'elle ne montrait plus d'intérêt pour de telles choses. Elle a mentionné quelque chose à propos de l'enfant. Elle a dit qu'il lui avait promis de lui apprendre à faire de la magie avec les mains demain. Elle compte les minutes. Le docteur Carlos sourit. C'était incroyable comment Diego avait réussi à éveiller la curiosité de Valeria en si peu de temps. Le lendemain, comme promis, Diego était dans la cour de l'hôpital. Cette fois, il avait apporté de petits cailloux colorés qu'il utilisait pour faire des tours de magie simples. Valeria était enchantée. « Comment as-tu fait disparaître le petit caillou rouge ?» demanda-t-elle en applaudissant. « C'est un secret de magicien », répondit Diego avec un sourire espiègle. « Mais je peux t'apprendre si tu veux. » Le docteur Carlos observait de loin, émerveillé par la transformation de sa fille. Elle était plus animée, plus bavarde, plus vivante. C'est alors que la docteure Alejandra s'approcha. « Docteur, j'ai parlé à Diego. Sa situation est plus compliquée que nous le pensions. Qu'avez-vous découvert? Ce n'est pas seulement un simple enfant des rues. Il a une tante qui le cherche depuis des mois. La femme a déposé une plainte lorsqu'il a disparu. » Le docteur Carlos sentit un vide dans l'estomac. Il s'est enfui de chez lui. Pas exactement. Après le décès de ses parents lors d'une inondation à Michoacán, il est allé vivre avec sa tante à Guadalajara, mais il semble y avoir eu des problèmes d'adaptation. L'enfant s'est échappé et a fini ici à Mexico. Et maintenant nous devons contacter la tante. C'est la bonne chose à faire. Le docteur Carlos savait qu'elle avait raison, mais l'idée de perdre Diego le terrorisait. Et si sa tante le ramenait, comment Valeria réagirait-elle? Cette nuit-là, il parla avec sa fille. « Valeria, tu aimes beaucoup Diego, n'est-ce pas? » « Beaucoup, papa. C'est mon meilleur ami. »« Pourquoi tu demandes? » ?»« Juste par curiosité, mon amour. » Mais le docteur Carlos ne put cacher l'inquiétude dans sa voix, et Valeria, bien que petite, le remarqua. « Papa, Diego va-t-il partir? » « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. » Les yeux de Valeria se remplirent de larmes, mais il m'a promis de m'apprendre à marcher à nouveau. Il a dit que les gens qui rient beaucoup deviennent plus forts. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac pour le docteur Carlos. Diego avait donné de l'espoir à sa fille, un espoir qui était peut-être trop cruel. Le lendemain, le docteur Carlos arriva à l'hôpital, décidé à parler sérieusement à Diego des limitations médicales de Valeria. Il ne pouvait pas permettre à l'enfant de créer des attentes irréelles dans l'esprit de sa fille. Mais quand il arriva dans la cour, il vit quelque chose qui le laissa sans voix. Valeria s'efforçait de bouger les orteils, concentrée et déterminée, tandis que Diego l'encourageait. « J'ai réussi, papa. J'ai réussi à bouger le gros orteil, » cria Valeria en voyant son père s'approcher. Le docteur Carlos s'agenouilla près du fauteuil roulant, incrédule. C'était vrai.
L'orteil de Valeria avait légèrement bougé. Comment, commença-t-il, mais Diego l'interrompit. Oncle docteur, je vous ai dit que quand on rit beaucoup, le corps devient aussi plus joyeux. Et les corps joyeux peuvent faire des choses que les corps tristes ne peuvent pas. La logique enfantine de Diego était à la fois naïve et profondément sage. Le docteur Carlos savait que la médecine reconnaissait l'impact des émotions sur la récupération des patients, mais il n'avait jamais vu de résultat aussi rapide. Diego, j'ai besoin de te parler, dit le docteur Carlos, emmenant l'enfant dans un endroit plus isolé. J'ai fait quelque chose de mal, oncle docteur? Non, bien sûr que non, mais nous avons découvert que tu as une tante qui s'inquiète pour toi. Le visage de Diego se referma immédiatement. Tante Esmeralda, tu la connais? C'est ma tante, mais, Diego hésita. Elle ne m'aime pas. Elle a dit que je posais beaucoup de problèmes. Je suis sûr qu'elle s'inquiète pour toi. Oncle docteur. Après le départ de mes parents, je suis allé vivre avec elle, mais elle était toujours en colère contre moi. Elle disait que j'étais comme mon père, que je ne servais à rien. Je me suis échappé parce que je ne pouvais plus supporter d'entendre ça. Le docteur Carlos sentit une profonde douleur à la poitrine. Cet enfant avait traversé tant de souffrances en si peu de temps. Diego, et si je parlais à ta tante, peut-être pourrions-nous trouver une solution? Vous feriez ça? Bien sûr, tu as fait sourire ma fille à nouveau. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Cet après-midi-là, le docteur Carlos appela la docteure Alejandra et lui demanda le contact de la tante de Diego. La conversation fut plus difficile qu'il ne l'imaginait. Doña Esmeralda, je m'appelle docteur Carlos Mendoza. Je vous appelle au sujet de votre neveu Diego. Cet enfant m'a causé tant de problèmes. Il a disparu de chez moi sans rien dire. J'ai déposé une plainte. Je l'ai cherché partout. Où est-il? Il va bien, Doña Esmeralda. Il est ici à Mexico, mais j'ai besoin de comprendre. Y a-t-il eu un problème entre vous? Un problème. Cet enfant est impossible. Il ne tient pas en place. Il met toujours le désordre. Il n'obéit pas. Comme mon frère. Doña Esmeralda, Diego n'est qu'un enfant qui a subi une grande perte. Moi aussi j'ai perdu mon frère, mais ce n'est pas pour ça que je fais des pitreries toute la journée comme cet enfant. Le docteur Carlos commença à comprendre pourquoi Diego s'était enfui. Sa tante ne comprenait clairement pas la façon dont l'enfant faisait face à la douleur. Doña Esmeralda, j'aimerais vous proposer quelque chose. Que diriez-vous si Diego restait avec moi un certain temps? Je peux m'occuper de lui jusqu'à ce que nous trouvions la meilleure solution. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Vous voulez garder ce petit? Pourquoi? Parce qu'il a sauvé ma fille. Le docteur Carlos lui raconta brièvement la situation de Valeria et comment Diego avait tout changé. Écoutez, docteur, si vous pensez pouvoir vous en sortir avec lui, pour moi c'est bon, mais quand vous en aurez assez, ne venez pas vous plaindre à moi. La froideur de la tante de Diego laissa le docteur Carlos indigné, mais en même temps soulagé. Au moins, il pouvait maintenant offrir un foyer approprié à l'enfant. Quand il annonça la nouvelle à Diego, la réaction de l'enfant fut la méfiance. Vous êtes sûr, oncle docteur? Et si après je ne vous plais pas non plus? Diego, tu as apporté de la joie dans ma maison. Pourquoi je ne t'aimerais pas? Parce que tout le monde dit que je suis difficile, que je pose des problèmes. Tu sais ce que je pense? Je crois que tu es un enfant normal qui a perdu des personnes très importantes et que tu y fais face du mieux que tu peux. Diego serra fort le docteur Carlos Mendoza dans ses bras, et le médecin sentit qu'il prenait la bonne décision. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, la suite. L'adaptation de Diego dans la maison des Mendoza ne fut pas immédiate. Doña Consuelo, habituée à la routine organisée de ne s'occuper que de Valeria, se montra d'abord réticente. Docteur, cet enfant ne s'arrête pas une seconde. Il touche à tout, fait du bruit, mais tout en désordre, se plaignit-elle le premier jour. Doña Consuelo, c'est un enfant de 8 ans qui a vécu dans la rue. Il a besoin de patience pour s'adapter. Et les règles de la maison, les routines de la petite Valeria. Les routines peuvent être ajustées. L'important est qu'ils se sentent bien tous les deux ici.
Doña Consuelo, une veuve qui avait élevé seule 3 enfants, comprit peu à peu que Diego n'était pas mal élevé par nature. C'était juste un enfant qui n'avait jamais eu de limite avec tendresse. Diego, chez nous, on range les jouets après les avoir utilisés, disait-elle avec fermeté, mais sans dureté. Pourquoi, Doña Consuelo? Parce que comme ça, la maison est rangée et tout le monde trouve ce dont il a besoin. Ah, je comprends. C'est comme quand ma mère me disait de ranger ma chambre. La mention de sa mère laissait toujours Diego plus silencieux. Et Doña Consuelo apprit à respecter ces moments. Pendant ce temps, Valeria s'épanouissait. La présence constante de Diego à la maison avait complètement transformé son humeur. Elle se réveillait chaque jour excitée de voir ce que son ami avait prévu pour eux. « Diego, aujourd'hui tu peux me chanter cette chanson que tu as chantée hier ?» demanda-t-elle pendant le petit déjeuner. « Bien sûr. Et ensuite nous pourrons jouer au théâtre. Tu peux être la princesse et je peux être ce que tu veux que je sois. Tu peux être mon grand frère, dit Valeria, sans se rendre compte à quel point ces mots émouvaient profondément Diego et le docteur Carlos Mendoza. Le docteur Carlos Mendoza observait ces interactions le cœur rempli de chaleur. Sa maison, qui avait été si silencieuse et mélancolique après la perte de sa femme, était maintenant pleine de vie et de rire. Mais tout n'était pas rose. Une semaine après que Diego ait emménagé chez les Mendoza, Doña Esmeralda apparut sans prévenir. « Je suis venu chercher mon neveu », annonça à la porte une femme de 40 ans à l'expression dure. « Doña Esmeralda, je croyais que nous avions convenu que Diego resterait avec moi un certain temps, » dit le docteur Carlos Mendoza, essayant de garder son calme. « J'ai changé d'avis. La famille, c'est la famille. » Diego, qui jouait avec Valeria dans le salon, fut paralysé en entendant la voix de sa tante. « Je ne veux pas partir, oncle docteur, » murmura-t-il en se cachant derrière le fauteuil roulant de Valeria. « Diego, ne sois pas impoli. »« Allons-y, » ordonna Doña Esmeralda. « Tante Esmeralda, s'il te plaît, ici je suis heureux. Valeria a besoin de moi. Valeria a son père. Tu dois apprendre à ne pas te mêler de ceux qui ne te regardent pas. » Le docteur Carlos Mendoza vit l'éclat dans les yeux de Diego s'éteindre et sentit la colère monter en lui. « Doña Esmeralda, pouvons-nous parler en privé ?» Dans la cuisine, loin des enfants, le docteur Carlos Mendoza alla droit au but. « Pourquoi avez-vous changé d'avis ? » Les gens ont commencé à parler. Ils disent que j'ai abandonné mon neveu, que je n'assume pas mes responsabilités. Je ne peux pas permettre ce genre de commentaires sur ma réputation. Donc, c'est pour les apparences. C'est pour faire ce qu'il faut. Ce qu'il faudrait faire, ce serait de laisser Diego là où il est heureux et bien soigné. Docteur, vous ne comprenez pas. Cet enfant a besoin de discipline, de règles strictes. Il est trop gâté. Gâté? Doña Esmeralda. Diego a perdu ses parents, a vécu dans la rue et a trouvé une façon saine de gérer la douleur. Ce n'est pas être gâté. La discussion fut longue et animée. Doña Esmeralda était inflexible. Le docteur Carlos Mendoza essaya tous les arguments possibles, mais la femme semblait décidée à emmener Diego. « D'accord, » dit-il finalement. « Je vous donne une semaine de plus, mais après ça, il vient avec moi. » Quand Doña Esmeralda partit, le docteur Carlos trouva Diego pleurant en silence dans la chambre qu'il lui avait préparée. « Oncle docteur, elle va vraiment m'emmener ? » « Je ne sais pas, Diego, mais je ferai tout mon possible pour l'éviter. » « Et si elle m'emmène, qu'arrivera-t-il à Valeria ? » ?»« Valeria ira bien. »« Non, ça n'ira pas. Elle a besoin de moi et j'ai aussi besoin d'elle. » Le docteur Carlos serra l'enfant dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, il parla longtemps avec Doña Consuelo. « Doña Consuelo, j'ai besoin de votre avis sincère. Est-ce que je fais la bonne chose en gardant Diego ici ? Docteur, en 50 ans de vie, je n'ai jamais vu une enfant s'épanouir comme la petite Valeria l'a fait avec cet enfant. Et je n'ai jamais vu un enfant aussi désespéré d'amour véritable que Diego. Mais, et si je ne peux pas empêcher sa tante de l'emmener ? Alors il faudra se battre légalement car parfois la famille de sang n'est pas la meilleure famille pour un enfant. » Les mots de Doña Consuelo résonnèrent dans l'esprit du docteur Carlos pendant des jours. Il commença à se renseigner sur la garde, l'adoption et les droits des enfants. Pendant ce temps,
sans connaître la menace qui planait sur eux, Diego et Valeria continuaient à renforcer leur amitié. Les progrès de Valeria étaient de plus en plus évidents. Elle avait retrouvé le mouvement dans plusieurs orteils et pouvait contracter certains muscles des jambes. « Papa, je crois que bientôt je pourrai me lever », dit-elle pendant le dîner. « Mon amour, je ne veux pas que tu te frustres si ça ne se passe pas vite, mais, Diego dit que si je continue d'être heureuse et de faire les exercices, ça peut arriver. » Le docteur Carlos regarda Diego qui mangeait en silence. « Diego, tu as dit ça à Valeria. Je lui ai dit que si elle ne renonçait pas et continuait d'essayer, les choses pouvaient s'améliorer, n'est-ce pas, oncle docteur ?» La pureté de la question émut le docteur Carlos. Diego ne donnait pas de faux espoirs à Valeria, il l'encourageait simplement à ne pas abandonner. « C'est vrai, Diego, c'est toujours vrai. » Les jours passèrent vite et la date limite fixée par Doña Esmeralda arriva bientôt. Le docteur Carlos avait consulté un avocat, mais les options légales étaient limitées. La tante avait des droits sur l'enfant et il n'y avait pas de preuve de mauvais traitement pour justifier de le lui retirer. Le matin où Doña Esmeralda devait revenir, le docteur Carlos se réveilla le cœur lourd. Comment expliquerait-il à Valeria que Diego devrait partir? Mais en descendant pour le petit déjeuner, il découvrit une scène qu'il n'oublierait jamais. Valeria était debout, appuyée sur les barres parallèles que le docteur Carlos avait installées dans la cour, faisant de petits pas tremblants, mais déterminés. Diego était à ses côtés, tenant sa main et encourageant chaque mouvement. « Papa, regarde, j'ai réussi à faire 3 pas, cria Valeria en le voyant. Le docteur Carlos fut paralysé par l'émotion. Sa fille marchait. Valeria marchait vraiment. Comment? Quand cela a-t-il commencé, demanda-t-il, la voix brisée. Nous nous entraînons en secret depuis une semaine, expliqua Diego. Nous voulions vous faire une surprise. Diego a dit que si je croyais beaucoup, et que je n'abandonnais jamais, j'y arriverais, ajouta Valeria, rayonnante de fierté. C'est à ce moment-là qu'arriva Doña Esmeralda. Diego, ramasse tes affaires. Il est temps de partir, dit-elle sèchement, saluant à peine le docteur Carlos. Tante Esmeralda, regarde, Valeria marche, s'exclama Diego, tenant toujours la main de la petite fille. Doña Esmeralda regarda la scène avec indifférence. Très jolie, maintenant allons-y. Mais tante, elle a besoin de moi. Diego, ça suffit les bêtises. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas physiothérapeute, tu n'es rien. Arrête de te croire important. Les mots de Doña Esmeralda furent comme une gifle pour Diego. L'enfant lâcha la main de Valeria et baissa la tête. Doña Esmeralda, s'il vous plaît, intervint le docteur Carlos Mendoza. Regardez ce que Diego a réussi. Il a aidé ma fille à marcher à nouveau. Docteur, vous êtes médecin. Vous savez que ces choses ne fonctionnent pas comme ça. La petite a amélioré grâce aux traitements médicaux, pas grâce aux pitreries de mon neveu. Le docteur Carlos savait que techniquement elle avait raison. Les progrès de Valeria étaient le résultat d'une combinaison de facteurs médicaux et émotionnels, mais il savait aussi que sans Diego, sa fille serait probablement restée apathique et déprimée. Tante Esmeralda, et si je restais juste un mois de plus, demanda Diego, les yeux pleins de larmes. Non, tu as déjà perdu trop de temps à jouer ici. Tu dois retourner à l'école, avoir une vie normale. Mais ici j'ai une vie normale. Ici tu as une vie de mensonge. Tu n'es pas le fils du docteur, tu n'es pas le frère de la petite, tu n'es qu'un enfant pauvre qu'on traite par pitié. La cruauté de ces mots fit perdre patience au docteur Carlos. Doña Esmeralda, vous êtes injuste. Diego n'est pas traité avec pitié ici, il est traité avec amour. Amour? Docteur, vous connaissez à peine cet enfant. Attendez de vivre avec lui quelques mois, de supporter ses caprices, ses colères, ses problèmes. Vous verrez à quel point c'est difficile. Alors, pourquoi voulez-vous l'emmener? Parce que c'est mon obligation. Obligation n'est pas amour, Doña Esmeralda. La discussion devint plus animée. Valeria, remarquant la tension, commença à pleurer. Diego tentait de la consoler, mais était aussi visiblement affecté. C'est alors que Doña Consuelo apparut dans le salon. Avec votre permission, dit-elle, s'adressant directement à Doña Esmeralda. Puis-je donner mon avis? Qui êtes-vous? Je suis Consuelo Mendoza. Je travaille dans cette maison depuis 10 ans.
J'ai vu cette famille traverser la tragédie. J'ai vu la petite fille sombrer dans une tristesse qui brisait le cœur à quiconque et j'ai vu cet enfant ramener la joie dans cette maison. Madame Consuelo, cela ne vous regarde pas, tenta d'interrompre Doña Esmeralda. Bien sûr que cela me regarde, parce que je m'occupe de ces enfants tous les jours et je peux vous assurer que Diego n'est pas un fardeau, ce n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Vous ne le connaissez pas comme moi. C'est vrai. Je connais le Diego qui chante à Valeria quand elle fait des cauchemars. Le Diego qui partage toujours son goûter avec elle, même s'il a faim. Le Diego qui a inventé un jeu différent pour chaque jour de la semaine juste pour la voir sourire. Les mots de Doña Consuelo émurent profondément le docteur Carlos. Il ne connaissait pas beaucoup de ces détails sur le comportement de Diego. Et savez-vous quoi d'autre, continua Doña Consuelo. Cet enfant ne s'est jamais plaint de rien, ni quand il est arrivé ici les pieds pleins de plaies à force de marcher pieds nus, ni quand il a eu de la fièvre et délirait en appelant ses parents. Il ne se soucie que d'être utile, de rendre l'affection qu'il reçoit. Diego pleurait maintenant ouvertement. Il ne s'était jamais rendu compte que quelqu'un observait autant ses actions. Doña Esmeralda, dit le docteur Carlos d'une voix ferme. Je veux adopter Diego légalement. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'adopter, répéta Doña Esmeralda incrédule. Oui, je veux qu'il soit mon fils légalement. Je veux lui donner ce qu'il mérite, une famille qu'il aime. Diego regarda le docteur Carlos, les yeux grands ouverts. Oncle docteur, vous êtes sérieux? Très sérieux, Diego. Si tu veux. Bien sûr. Oui, je veux. Je le veux beaucoup. Valeria, les larmes encore aux yeux, sourit. Alors, Diego sera vraiment mon frère? S'il veut. Oui. Oui, je veux, cria Diego en serrant le docteur Carlos de toutes ses forces. Doña Esmeralda fut visiblement émue par la scène. Docteur, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Absolument sûr. Et s'il pose des problèmes? Et s'il ne s'adapte pas? Doña Esmeralda, tout enfant pose des problèmes, mais Diego a déjà prouvé qu'il valait tous les efforts. La tante de Diego resta silencieuse pendant de longues minutes, observant la scène devant elle. Diego et Valeria enlacés, le docteur Carlos Mendoza les larmes aux yeux, Doña Consuelo souriant fièrement. D'accord, dit-elle finalement. Si c'est ce que vous voulez, je ne m'y opposerai pas, mais je veux rendre visite à l'enfant de temps en temps. Bien sûr, acquiesça le docteur Carlos. Diego a besoin de garder contact avec sa famille. Je peux te rendre visite, tante Esmeralda, demanda timidement Diego. Bien sûr, mon amour. Et, elle hésita. Pardon si j'ai été trop dur avec toi, c'est juste que perdre mon frère a été très difficile et tu me le rappelles tellement. Je comprends, tante. Papa aussi me rappelait maman parfois et ça me rendait triste. La simplicité et la maturité de Diego émurent même Doña Esmeralda, qui s'agenouilla pour serrer son neveu dans ses bras. Tu es un enfant spécial, Diego. J'espère que tu seras très heureux ici. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, la suite. Les mois suivants apportèrent de grands changements dans la famille Mendoza. Le processus d'adoption de Diego se déroula sans accroc, car Doña Esmeralda avait donné son consentement et il n'y avait pas d'autres membres de la famille intéressés par la garde de l'enfant. Le docteur Carlos engagea un psychologue pour enfants, le docteur Enrique, pour aider Diego à assimiler tous les changements et pertes qu'il avait vécus. Les séances révélèrent la profondeur émotionnelle de cet enfant de 8 ans. Diego est un enfant résilient, expliqua le docteur Enrique après quelques séances. Il a développé des mécanismes d'adaptation très sains. L'humour et le souci du bien-être des autres sont des façons matures de gérer le traumatisme. Mais il a besoin d'un suivi, demanda le docteur Carlos. Pour l'instant, il s'adapte très bien, mais il est important de maintenir un canal ouvert pour qu'il puisse exprimer ses sentiments concernant la perte de ses parents. À la maison, la routine s'était établie naturellement. Diego se réveillait tôt, aidait Doña Consuelo avec de petites tâches ménagères et passait la majeure partie de la journée à jouer avec Valeria. Les progrès de Valeria continuaient de surprendre tout le monde. Elle pouvait déjà faire plus de 20 pas d'affilée avec l'aide des barres parallèles et avait retrouvé une grande partie de la sensibilité dans les jambes. Docteur Carlos, dit le docteur Manuel, le physiothérapeute de Valeria,
en 20 ans de profession, je n'avais jamais vu une récupération aussi rapide dans des cas comme le sien. À quoi l'attribuez-vous? Honnêtement, à son état émotionnel. La motivation et la joie accélèrent beaucoup le processus de récupération neurologique. Le docteur Carlos savait que le docteur Manuel avait raison. Le facteur Diego avait été déterminant dans l'amélioration de sa fille. Mais tout n'était pas parfait. Diego faisait encore des cauchemars fréquents, se réveillant en criant le nom de ses parents. Le docteur Carlos avait appris à gérer ces situations, allant dans la chambre de l'enfant pour le consoler jusqu'à ce qu'il se calme. Papa Carlos, Diego avait commencé à l'appeler ainsi après l'adoption. Pourquoi je fais encore ces mauvais rêves? Parce que tes parents te manquent, Diego. Et c'est normal et sain. Mais je ne veux plus rêver de toute cette eau qui les emporte. Un jour tu rêveras de bonnes choses à leur sujet, des moments heureux que vous avez vécus ensemble. Comment le savez-vous? Parce que moi aussi je rêve de la maman de Valeria. Parfois c'est triste, mais parfois c'est très beau. Ces conversations nocturnes renforcèrent beaucoup le lien entre le docteur Carlos et Diego. Le médecin découvrait la paternité d'une manière complètement nouvelle, différente de ce qu'elle avait été avec Valeria. Avec Valeria, il avait été un père traditionnel dès sa naissance, accompagnant chaque étape de son développement. Avec Diego, il apprenait à être père d'un enfant qui avait déjà vécu beaucoup de souffrances et qui avait besoin d'un type de soins différent. Papa Carlos, je peux te poser une question, dit Diego un certain matin pendant le petit déjeuner. Bien sûr, mon fils. Pourquoi tu as voulu m'adopter? Je ne suis pas beau ni intelligent comme Valeria. La question brisa le cœur du docteur Carlos Mendoza. Diego avait encore une très faible estime de soi, résultat des mois passés à vivre dans la rue et des commentaires négatifs de sa tante. Diego, tu veux savoir la vérité? Oui. Je t'ai adopté parce que tu n'as pas seulement sauvé Valeria, mais aussi moi. Comment ça? Quand j'ai perdu la maman de Valeria, moi aussi je suis devenu très triste. Et quand Valeria est devenue triste, je ne savais plus comment être un bon père. Tu m'as appris que parfois la meilleure médecine est un sourire. Diego resta pensif quelques instants. Alors, nous nous sommes mutuellement sauvés. Exactement. Trop cool. C'est comme si nous étions des super-héros, non? La capacité de Diego à transformer des moments sérieux en quelque chose de ludique ne cessait de surprendre le docteur Carlos Mendoza. La vie scolaire de Diego s'était également normalisée. Le docteur Carlos l'inscrivit dans la même école privée où étudiait Valeria. L'adaptation fut plus difficile que prévu. Papa, les enfants de ma classe n'arrêtent pas de me demander où j'habitais avant, raconta Diego après une semaine de cours. Et que leur réponds-tu? Que j'habitais chez ma tante, mais maintenant je vis avec vous. Et ils acceptent? Certains oui. D'autres continuent de dire que je suis adopté comme si c'était quelque chose de mal. Le docteur Carlos ressentit de la colère envers les enfants qui blessaient Diego, mais il savait que c'était une situation que l'enfant devrait apprendre à affronter. Diego, être adopté n'est pas une mauvaise chose. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que cela signifie que quelqu'un t'a choisi spécialement. Ce n'était pas par hasard, c'était parce qu'il te trouvait très spécial. Ah, c'est vrai. Alors, je peux leur dire que j'ai été choisi. Bien sûr. La stratégie fonctionna. Diego revint de l'école le lendemain très ému. Papa Carlos, maintenant les enfants m'envient. Je leur ai dit que j'avais été choisi spécialement et ils ont dit qu'ils voulaient aussi être choisis. Le docteur Carlos rit de la naïveté des enfants, mais fut heureux de voir Diego plus sûr de lui. Valeria s'adaptait aussi bien à avoir un frère. Au début, le docteur Carlos s'était inquiété d'éventuels sentiments de jalousie, mais ce fut tout le contraire. Valeria était plus mature et responsable, assumant le rôle de grande sœur malgré son jeune âge par rapport à Diego. Diego, n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir, disait-elle en imitant le ton de Doña Consuelo. D'accord, petite sœur, répondait Diego, amusé par le sérieux de Valeria. La dynamique entre eux était adorable. Diego continuait d'être le clown de la maison, mais il avait aussi endossé un rôle protecteur envers Valeria. Quand elle avait des difficultés avec ses exercices de physiothérapie, il était toujours là pour l'encourager. Allez, Val, juste 5 petits pas de plus, disait-il en marchant à reculons devant elle pour la motiver. Je suis fatigué, Diego. Je sais, mais tu te souviens de ce que nous disons toujours?
Les personnes courageuses n'abandonnent pas facilement et je suis courageuse, la plus courageuse que je connaisse. Ces dialogues émouvaient toujours le docteur Carlos, qui les observait de loin. Diego avait développé une maturité impressionnante pour gérer les limitations de Valeria sans la faire se sentir différente ou incapable. 6 mois après l'adoption, le docteur Carlos reçut un appel inattendu. C'était d'une société de production télévisuelle. Docteur Carlos, nous avons appris votre histoire et celle de Diego par certains employés de l'hôpital. Nous aimerions faire un reportage sur le cas. Je n'ai aucun intérêt, répondit immédiatement le docteur Carlos. Mais docteur, c'est une belle histoire. Elle pourrait inspirer d'autres familles. Ma famille n'est pas un spectacle pour la télévision. Le docteur Carlos raccrocha, agacé. Il ne voulait pas exposer les enfants ni transformer son histoire personnelle en divertissement public, mais l'appel le fit réfléchir à quelque chose qu'il avait en tête depuis des semaines, et s'il utilisait son expérience professionnelle pour aider d'autres enfants comme Diego? Cette nuit-là, il parla de l'idée à Diego. Diego, qu'est-ce que tu dirais d'apprendre aux autres enfants à faire ce que tu fais? Comment ça, papa Carlos? Leur apprendre à utiliser l'humour pour se sentir mieux, pour aider d'autres personnes. Les yeux de Diego s'illuminèrent. Ce serait comme une école de clowns. Plus ou moins. Ce serait une façon d'aider les enfants qui sont tristes comme toi quand tu vivais dans la rue. J'adorerais. Je peux enseigner tout ce que je sais. Le docteur Carlos commença à se renseigner sur la thérapie par le jeu et la thérapie par le rire. Il découvrit qu'il existait déjà des programmes similaires dans certains pays, mais rien de structuré au Mexique, spécifiquement axé sur les enfants en situation de vulnérabilité. Il décida de parler à la direction de l'hôpital où il travaillait. Docteur Carlos, c'est une idée intéressante, dit le docteur Francisco, le directeur clinique. Mais comment cela fonctionnerait-il en pratique? Ce serait un programme pilote. Diego pourrait rendre visite aux enfants hospitalisés, en particulier ceux qui souffrent de dépression ou d'apathie. Sous supervision, bien sûr. Et vous croyez que ça marche? Ça a marché avec ma fille. Le docteur Francisco connaissait l'histoire de Valeria et avait suivi sa récupération impressionnante. Nous allons essayer pendant 3 mois. Si les résultats sont positifs, nous pourrons étendre le programme. Le projet Sourire, comme ils l'appelèrent, commença simplement. Diego visitait 2 fois par semaine le service de pédiatrie, toujours accompagné du docteur Carlos ou d'une psychologue de l'hôpital. Les résultats furent immédiats. Des enfants qui passaient des jours sans sourire commencèrent à interagir davantage. Certains qui refusaient de collaborer avec les traitements commencèrent à être plus réceptifs. C'est impressionnant, commenta la docteure Teresa Guzman, la chef de pédiatrie. Cet enfant a un don naturel pour traiter les enfants malades. Il l'a appris dans sa propre douleur, répondit le docteur Carlos. Il sait ce que c'est de souffrir et c'est pourquoi il peut aider ceux qui souffrent. Le programme commença à attirer l'attention d'autres hôpitaux. Le docteur Carlos reçut des invitations à présenter le projet dans des congrès médicaux, mais il emmenait toujours Diego avec lui. Papa Carlos, pourquoi ces gens me regardent-ils comme ça? Demanda Diego après une présentation à Guadalajara. Parce qu'il leur montre quelque chose de très important. Quoi? Que les enfants peuvent aider d'autres enfants d'une manière que parfois les adultes ne peuvent pas. Diego fut fier, mais garda l'humilité qui l'avait toujours caractérisé. Mais je ne fais que ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas difficile. C'est pour ça que ça marche, mon fils. À la maison, Valeria suivait le succès de son frère avec admiration et désirait également y participer. Papa, moi aussi je peux aider au projet, demanda-t-elle un jour. Comment ça, mon amour? Je peux raconter aux enfants ce que c'est d'avoir un frère comme Diego, comment il m'a aidé à remarcher. Le docteur Carlos fut ému par la suggestion de sa fille. Tu voudrais vraiment faire ça? Beaucoup. Je veux que d'autres enfants sachent qu'on peut s'améliorer, même quand ça semble impossible. La participation de Valeria au projet ajouta une nouvelle dimension au travail. Elle devint un exemple vivant de dépassement de soi, montrant à d'autres enfants ayant des limitations physiques qu'il était possible de mener une vie pleine et heureuse. Regarde, disait-elle à une petite fille de 5 ans qui avait perdu une jambe dans un accident. Moi aussi je pensais que je ne pourrais jamais jouer comme avant, mais Diego m'a appris que l'important n'est pas ce que nous ne pouvons pas faire, mais ce que nous découvrons que nous pouvons faire. La sagesse de Valeria, née de sa propre expérience de dépassement,
émouvait profondément les enfants qu'elle visitait. Un an après le début du projet Sourire, le docteur Carlos reçut une proposition inattendue. Une fondation internationale dédiée au bien-être de l'enfance voulait financer l'expansion du programme dans d'autres États. Docteur Carlos, nous n'avions jamais vu de résultats aussi cohérents dans un programme de ce type, expliqua le représentant de la fondation lors d'un appel vidéo. Nous aimerions répliquer le modèle dans au moins 10 villes mexicaines. C'est une proposition tentante, répondit le docteur Carlos, mais j'ai une condition. Laquelle? Diego et Valeria doivent rester le cœur du programme. Je ne veux pas que cela devienne un simple projet administratif de plus. Nous sommes entièrement d'accord. L'authenticité des enfants est précisément ce qui rend le programme spécial. Le docteur Carlos parla longuement avec Diego et Valeria de la proposition. Cela signifie que nous allons voyager dans d'autres villes, demanda Diego, enthousiaste. Parfois oui. Ils devront apprendre à d'autres garçons et filles à faire ce que vous faites. Et ils vont vivre avec nous, demanda Valeria. Non, mon amour, ils resteront dans leur propre maison, mais vous leur apprendrez et ensuite ils aideront les enfants dans leur ville. L'idée de multiplier l'impact du projet émut les enfants. Papa Carlos, dit Diego pensif, tu te souviens quand j'étais petit et que je vivais dans la rue? Je m'en souviens. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je pourrais aider tant de gens. Et qu'en penses-tu? Je pense que mes parents doivent être fiers de moi. La simplicité et la profondeur de ces mots émurent le docteur Carlos. Diego avait trouvé un moyen d'honorer la mémoire de ses parents en faisant du bien aux autres enfants. L'expansion du projet Sourire se fit progressivement au cours des 2 années suivantes. Diego et Valeria voyagèrent dans 15 villes différentes, toujours accompagnés du docteur Carlos, formant d'autres jeunes à reproduire le programme. Dans chaque ville, ils rencontraient des enfants avec des histoires similaires aux leurs, des garçons et des filles qui avaient traversé des pertes, des traumatismes ou des limitations et qui découvraient, grâce à l'exemple de Diego et Valeria, des façons positives de faire face à leurs défis. Le plus incroyable, commenta le docteur Carlos avec Donia Consuelo lors d'un de ses voyages, est de voir comment non seulement ils aident d'autres enfants, mais qu'ils continuent à grandir et à se renforcer aussi. C'est vrai, docteur. Diego est plus mature, plus sûr de lui et la petite Valeria est devenue une jeune femme sage. Les enfants avaient vraiment beaucoup changé. Diego, maintenant âgé de 12 ans, conservait son humour contagieux, mais avait développé une capacité impressionnante à percevoir les besoins émotionnels des autres enfants. Valeria, âgée de 10 ans, marchait parfaitement bien et était devenue une oratrice naturelle, capable d'inspirer des personnes de tous âges. Lors d'une présentation à Monterrey, quelque chose d'inattendu se produisit. Au milieu de la conférence, Valeria demanda à parler. « Puis-je vous raconter quelque chose ?» dit-elle en prenant le microphone. Le docteur Carlos fut curieux. Ce n'était pas prévu. Quand j'étais petite, après l'accident, je croyais que ma vie était finie. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas sourire, je ne pouvais même pas imaginer un avenir. Le public resta dans un silence absolu. Jusqu'à ce que cet enfant échevelé apparaisse, dit-elle en désignant Diego, qui riait en faisant des bêtises dans la cour de l'hôpital. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai ri. J'ai ri pour la première fois en 2 ans. Diego était ému d'entendre sa sœur parler. Mais ce n'est pas seulement le rire qui m'a guéri, c'est l'amour. C'est de découvrir que j'avais un frère qui s'inquiétait pour moi. C'est de voir que mon père avait trouvé un fils. C'est de comprendre que les familles ne sont pas seulement de sang, mais de cœur. Le docteur Carlos avait les larmes aux yeux. C'est pourquoi nous faisons ce projet. Ce n'est pas seulement pour apprendre aux enfants à rire, c'est pour montrer qu'il y a toujours de l'espoir, qu'il y a toujours quelqu'un qui se soucie, qu'il y a toujours un moyen de recommencer. Le public se leva pour une ovation émue. Beaucoup de gens pleuraient. Après la présentation, une journaliste s'approcha du docteur Carlos. « Docteur, cette histoire doit être racontée. Puis-je faire un reportage sur vous ?» Le docteur Carlos hésita, il était toujours réticent à l'exposition médiatique. « Laissez-moi parler aux enfants, » répondit-il. Le soir, à l'hôtel, il demanda à Diego et Valeria ce qu'ils en pensaient. « Papa, si notre histoire peut aider plus de gens, je pense que nous devons la raconter, » dit Valeria. « Moi aussi, » acquiesça Diego. « Mais seulement si c'est pour aider, pas pour passer à la télévision. » Le reportage fut publié 3 mois plus tard dans un magazine national. L'impact fut énorme.
le docteur Carlos reçut des centaines de messages de familles qui voulaient adopter des enfants, de professionnels intéressés à reproduire le projet et de personnes qui simplement le remerciaient pour l'inspiration. L'un des messages qui le toucha le plus fut celui de Doña Esmeralda. Docteur Carlos, j'ai lu le reportage sur vous dans le magazine. Je tiens à m'excuser de ne pas avoir reconnu plus tôt le trésor qu'est Diego. Je suis fier de l'homme qu'il est en train de devenir et reconnaissante que vous ayez vu en lui ce que je n'ai pas pu voir. Merci d'avoir sauvé mon neveu et de m'avoir appris que le véritable amour signifie parfois savoir quand lâcher prise. Le docteur Carlos montra le message à Diego, qui fut ému. Papa Carlos, je peux appeler tante Esmeralda. Bien sûr, mon fils. La conversation entre Diego et sa tante fut longue et affectueuse. Doña Esmeralda avait beaucoup changé, elle reconnaissait ses erreurs et était sincèrement heureuse du bonheur de son neveu. Tante, merci de m'avoir laissé rester avec papa Carlos et Valeria, dit Diego pendant l'appel. Merci à toi de m'avoir pardonné, mon cher, et d'être devenu cet enfant merveilleux. 3 ans après le début du projet Sourire, le docteur Carlos reçut un appel qui allait changer une fois de plus le cours de leur vie. Docteur Carlos Mendoza, c'est le secrétariat de l'éducation publique qui vous parle. Nous souhaitons proposer la mise en œuvre du projet Sourire dans le cadre du programme officiel des écoles publiques. Comment ça? Nous voulons que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge des techniques d'empathie, d'humour sain et de soutien émotionnel basées sur le modèle que vous avez développé. La proposition était ambitieuse, transformer ce qui avait commencé comme un jeu entre frères et sœurs en une politique éducative nationale. C'est une grande responsabilité, commenta le docteur Carlos avec Diego et Valeria. Mais papa, imagine combien d'enfants nous pouvons aider, dit Valeria, enthousiaste. C'est vrai, acquiesça Diego. Et nous savons que ça marche. Le docteur Carlos accepta la proposition, mais à une condition. Le programme serait mis en œuvre progressivement, en maintenant toujours l'accent sur l'authenticité et la simplicité qui l'avaient rendu efficace. Le lancement officiel du Programme national de développement émotionnel des enfants eut lieu 2 ans plus tard, lorsque Diego avait 15 ans et Valeria 13. Ils étaient devenus, sans le chercher, des symboles nationaux de dépassement de soi et de solidarité. Lors de la cérémonie de lancement à Monterrey, Diego fut invité à prendre la parole. Quand j'étais petit et que je vivais dans la rue, commença-t-il d'une voix ferme mais émue. Je croyais que j'étais invisible, que personne ne se souciait de moi, que je ne faisais aucune différence dans la vie de personne. Le public restait silencieux, absorbant chaque mot. Aujourd'hui, je sais que chaque personne peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas nécessaire d'être riche, célèbre ou spécial. Il faut juste se soucier vraiment. Valeria l'accompagnait à ses côtés, fière de son frère. C'est pourquoi ce programme est important. Ce n'est pas pour apprendre aux enfants à être des clowns. C'est pour leur apprendre à prendre soin les uns des autres. C'est pour montrer que tout le monde a quelque chose de précieux à offrir. L'ovation fut longue et émue. Après la cérémonie, le docteur Carlos discutait avec quelques invités lorsqu'il sentit une petite main toucher son bras. C'était une petite fille d'environ 7 ans. « Vous êtes le papa de Diego ?» demanda-t-elle timidement. « Oui, je le suis. »« Pourquoi ?»« Ma maîtresse a dit que Diego aide les enfants tristes. Je voulais le rencontrer. » Le docteur Carlos Mendoza s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de la petite fille. « Tu es triste ?»« Parfois, mes parents se disputent beaucoup à la maison. » Le cœur du docteur Carlos se serra. Même après toutes ces années, il était encore ému par la souffrance des enfants. « Tu veux parler à Diego ?» Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. Le docteur Carlos appela Diego, qui s'agenouilla immédiatement à côté de la petite fille. « Bonjour, comment t'appelles-tu ?»« Camila. »« Camila, quel joli nom. Sais-tu ce que je fais quand je me sens triste ? » ?»« Quoi ? » ?»« Je pense à 3 bonnes choses qui me sont arrivées dans la journée. Ça peut être n'importe quelle petite chose. Tu veux essayer ? Oui. Alors, dis-moi 3 bonnes choses qui te sont arrivées aujourd'hui. Camila réfléchit un instant. J'ai pris un pain au chocolat qui était délicieux. Ma maîtresse a dit que mon dessin était joli et je t'ai rencontré. Diego sourit de son sourire contagieux. Tu vois ? Même dans les jours difficiles, il y a toujours quelque chose de bon. Et tu sais quel est le secret ? Lequel ? Quand on cherche les bonnes choses, elles apparaissent plus facilement.
La conversation ne dura que quelques minutes, mais le docteur Carlos put voir l'impact sur l'expression de Camila. Elle partit de la plus légère, plus pleine d'espoir. « Mon fils, dit le docteur Carlos à Diego plus tard. Tu as idée du bien que tu fais aux gens? Oh, papa Carlos, je ne fais que parler avec eux. N'importe qui peut faire ça. Non, Diego, n'importe qui n'a pas le cœur que tu as. » Cette nuit-là, à l'hôtel, le docteur Carlos réfléchit au chemin incroyable qu'ils avaient parcouru ensemble. Tout avait commencé avec un enfant pieds nus faisant rire sa fille dans la cour d'un hôpital. Maintenant, 7 ans plus tard, ce même enfant était devenu l'inspiration d'un programme national d'éducation émotionnelle. Mais ce qui rendait le docteur Carlos le plus fier, ce n'était pas les prix, la reconnaissance ou l'impact social du projet. C'était de voir l'homme que Diego devenait, généreux, humble, empathique et résilient, et de voir la femme que Valeria devenait, forte, sage et pleine de compassion. « Papa, dit Valeria en interrompant ses pensées, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, mon amour. Tu regrettes quelque chose? La question le prit par surprise. Pourquoi tu demandes ça? Parce que parfois je me dis, si l'accident n'était pas arrivé, si maman n'était pas partie, si je n'étais pas en fauteuil roulant, Diego ne serait pas entré dans nos vies. Le docteur Carlos fut ému par la profondeur de la réflexion de sa fille. Et qu'en penses-tu? Je pense que parfois les mauvaises choses apportent de bonnes choses. Ce n'est pas que je voulais que maman parte ou que je ne puisse pas marcher, mais si cela ne s'était pas passé, je n'aurais pas Diego comme frère. C'est une façon très mature de voir les choses, Valeria. Diego m'a appris ça. Il dit toujours que nous pouvons choisir de rester piégés dans la tristesse ou de l'utiliser pour faire de bonnes choses. Le docteur Carlos serra fort sa fille dans ses bras. Elle avait raison. La tragédie qui avait failli détruire sa famille avait été paradoxalement ce qui l'avait complété. Diego, qui écoutait la conversation depuis le lit à accent grave côté, se joignit à l'étreinte. « Merci de m'avoir choisi, murmura-t-il. « Merci de nous avoir choisis aussi, répondit le docteur Carlos. « Nous ne nous sommes pas choisis, dit Valeria, sage. Nous nous sommes rencontrés et parfois c'est comme ça que se forment les meilleures familles. » Tous trois restèrent enlacés en silence, chacun réfléchissant au chemin qui les avait menés jusqu'ici. 2 ans plus tard, Diego eut 17 ans. Le Programme national de développement émotionnel des enfants était mis en œuvre dans plus de 3000 écoles à travers le pays. Les statistiques montraient une réduction significative des cas de harcèlement scolaire, de dépression infantile et de problèmes de comportement. Mais pour le docteur Carlos, les statistiques étaient moins importantes que les histoires personnelles, comme celle d'Emilio, un garçon de 9 ans qui avait cessé d'être agressif après avoir participé au programme, ou celle d'Anna Luisa, une fille timide qui avait trouvé sa voie en aidant des camarades plus jeunes. « Papa Carlos, dit Diego lors d'un dîner d'anniversaire. Qu'est-ce que tu penses qu'on fera quand j'aurai 18 ans? Que aimerais-tu faire? Je veux étudier la psychologie. Je veux mieux comprendre comment aider les gens. » Le docteur Carlos sourit. Il n'était pas surpris. Diego avait toujours montré une aptitude naturelle à comprendre et à aider les autres. « Et toi, Valeria, as-tu déjà pensé à ce que tu veux faire? Je veux être médecin comme toi, mais je veux travailler avec des enfants spéciaux. » Des enfants spéciaux? Des enfants qui ont besoin de plus d'amour et d'attention, comme moi j'en ai eu besoin, comme Diego en a eu besoin. Le docteur Carlos fut ému. Ces enfants avaient trouvé des buts dans la vie basés sur leurs propres expériences de dépassement de soi. « Vous savez ce que je pense, dit-il. Je crois que vous deux allez changer le monde. À votre manière, un sourire à la fois. » 3 ans plus tard, Diego entra à la faculté de psychologie et Valeria commença le lycée avec une spécialisation en sciences biologiques. Le projet Sourire était devenu autosuffisant, géré par une équipe de professionnels qualifiés, mais Diego et Valeria continuaient de participer en tant qu'ambassadeurs. Le docteur Carlos, à 55 ans, décida de réduire sa charge de travail à l'hôpital pour se consacrer davantage à la recherche sur la thérapie par le jeu et le développement émotionnel des enfants. « Docteur, dit Donia Consuelo, maintenant âgée de 70 ans, mais toujours active, ne croyez-vous pas que vous avez assez fait? N'est-il pas temps de vous reposer? Donia Consuelo, tant qu'il y aura des enfants qui auront besoin d'aide, je ne pourrai pas me reposer complètement. Vous, tout comme Diego et Valeria, ne pouvez pas voir quelqu'un souffrir sans vouloir l'aider. Peut-être est-ce cela qui fait de nous une famille, n'est-ce pas?
Bien sûr, docteur. Un samedi après-midi, 6 mois avant que Diego n'obtienne son diplôme universitaire, le docteur Carlos reçut un appel qui le ramena au point de départ de tout son parcours. Docteur Carlos, c'est Patricia, votre ancienne secrétaire de l'hôpital. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr, Patricia. Comment allez-vous? Bien, docteur, mais je vous appelle pour une situation qui m'a beaucoup rappelé Diego quand il était petit. Le docteur Carlos prêta attention. Il y a une petite fille ici à l'hôpital, elle doit avoir environ 7 ans. Ses parents sont décédés dans un accident et elle est avec sa grand-mère, qui est très âgée et malade. La petite ne parle à personne, ne sourit pas, ne joue pas, elle est exactement comme Valeria à l'époque. Et vous avez pensé que je pourrais aider? En fait, j'ai pensé si Diego ne pourrait pas lui parler. Je sais qu'il n'est plus ce petit garçon de 8 ans, mais... Patricia, je vais lui parler. Je suis sûr qu'il voudra aider. Quand le docteur Carlos raconta la situation à Diego, la réaction fut immédiate. Bien sûr que j'irai, papa Carlos. Quand pouvons-nous y aller? Le lendemain, père et fils se rendirent à l'hôpital. La petite fille, Mariana, était hospitalisée pour malnutrition et dépression. Quand Diego entra dans la chambre, elle regardait par la fenêtre, apathique. Bonjour, Mariana. Je m'appelle Diego. La petite le regarda brièvement et reporta son attention sur la fenêtre. Je peux m'asseoir ici, demanda Diego en désignant une chaise près du lit. Silence. Diego s'assit et resta silencieux quelques minutes, observant simplement ce que Mariana regardait par la fenêtre. Tu sais ce que je vois dehors, dit-il finalement. Mariana ne répondit pas, mais inclina légèrement la tête. Je vois un petit oiseau qui fait un nid dans cet arbre. Il doit préparer une petite maison pour ses oisillons. Diego continua à parler doucement de ce qu'il voyait par la fenêtre, sans presser Mariana de répondre. Tu aimes les petits oiseaux, demanda-t-il après quelques minutes. À la surprise de tous, Mariana fit un petit hochement de tête affirmatif. Moi aussi j'aime ça. Quand j'étais petit, je parlais avec eux. Savais-tu que les petits oiseaux sont bons pour écouter? Cette fois, Mariana le regarda directement. C'est vrai. Ils n'interrompent jamais, ne jugent jamais, ne s'impatientent jamais. Ce sont des amis parfaits pour raconter des secrets. Quel genre de secret? Demanda Mariana, parlant pour la première fois. Diego sourit avec douceur. Des secrets sur des choses qui nous rendent tristes, sur des personnes qui nous manquent, sur des peurs que nous avons. Tu racontes des secrets aux petits oiseaux. Oui. Et tu sais ce qu'ils font après? Quoi? Ils volent très haut et emportent la tristesse. Mariana resta pensive. Ils peuvent emporter n'importe quelle tristesse. N'importe laquelle, même les très grandes. Ce fut le début d'une amitié qui allait durer des années. Diego commença à rendre visite à Mariana régulièrement. Peu à peu, elle s'ouvrit, parlant de ses parents, de ses peurs, de sa douleur. 3 mois plus tard, la grand-mère de Mariana décéda. La petite fille se retrouva complètement seule au monde. Docteur Carlos, dit la docteure Alejandra, qui travaillait toujours comme assistante sociale à l'hôpital. Mariana n'a pas de famille proche, elle devra aller dans un foyer. Le docteur Carlos regarda Diego qui jouait avec Mariana dans le couloir de l'hôpital. Alejandra, tu crois que je suis trop vieux pour adopter une autre petite fille? L'assistante sociale sourit. Docteur, vous avez 55 ans et plus d'énergie que beaucoup de gens de 30. De plus, cette maison a besoin d'une autre petite fille spéciale. Cette nuit-là, le docteur Carlos parla à Diego et Valeria de la possibilité que Mariana rejoigne la famille. Bien sûr, papa, dit Valeria immédiatement. Elle peut partager ma chambre. Et moi, je peux lui apprendre tous les jeux que je connais, ajouta Diego. Vous êtes sûr? S'occuper d'une enfant traumatisée n'est pas facile. Papa Carlos, dit Diego sérieusement, tu m'as appris que la famille ne concerne pas la facilité, elle concerne l'amour. Le docteur Carlos serra ses 2 enfants dans ses bras, ému par leur maturité. Le processus d'adoption de Mariana fut plus rapide que celui de Diego, car le docteur Carlos avait une expérience avérée. 6 mois plus tard, elle faisait officiellement partie de la famille Mendoza. L'adaptation de Mariana fut différente de celle de Diego. Elle était plus réservée, plus prudente.
Elle avait perdu ses parents plus âgés que Diego et avait des souvenirs plus vifs de sa vie antérieure. Mariana, tu n'as pas à nous appeler maman ou papa si tu ne veux pas, dit le docteur Carlos les premiers jours. Tu peux nous appeler comme tu te sens à l'aise. Je peux t'appeler oncle Carlos. Bien sûr. Diego et Valeria furent essentiels à l'adaptation de leur petite sœur. Ils comprenaient, par leur propre expérience, les défis auxquels elle était confrontée. Mariana, dit Valeria un soir où la petite fit un cauchemar. Tu veux que je te raconte comment ça s'est passé quand je suis rentrée à la maison après l'accident? Raconte-moi. J'avais très peur. Peur de ne pas pouvoir marcher. Peur d'être différente, peur de ne pas être aimée de la même façon. Mais oncle Carlos m'a appris que le véritable amour ne change pas, quoi qu'il arrive. Et si je ne peux pas être une bonne fille? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fille, Mariana. Il y a de l'amour et ici il y a beaucoup d'amour pour toi. Ces conversations nocturnes entre les sœurs devinrent un rituel qui renforça beaucoup leur lien. Diego, maintenant âgé de 20 ans et diplômé en psychologie, décida de faire un master en thérapie infantile. Son projet de recherche portait sur l'impact de l'humour sur la récupération émotionnelle des enfants orphelins. Papa Carlos, dit-il un jour, je veux utiliser notre famille comme cas d'étude. Bien sûr, si tout le monde est d'accord. Comment ça? Je veux étudier scientifiquement comment l'humour, l'affection et la structure familiale impactent la récupération des enfants qui ont subi des traumatismes. Notre expérience avec Mariana peut aider d'autres parents adoptifs. Le docteur Carlos fut fier de l'approche académique de son fils. Je trouve que c'est une excellente idée, mais nous avons besoin du consentement de tous les enfants. Valeria, maintenant âgée de 18 ans et étudiante en médecine, soutint immédiatement l'idée. Mariana, âgée de 10 ans et beaucoup plus sûre d'elle, fut également d'accord. Oncle Diego, dit-elle, si notre histoire peut aider d'autres enfants comme moi, alors elle doit être racontée. Le master de Diego aboutit à une thèse primée au niveau national. Ces découvertes scientifiques confirmèrent ce que la famille Mendoza savait déjà en pratique. Les enfants qui reçoivent un soutien émotionnel adéquat, combiné à une structure familiale solide et à des opportunités d'aider les autres, développent une résilience exceptionnelle. 2 maisons d'édition s'intéressèrent à transformer la thèse en un livre pour le grand public. Diego hésita au début. Je ne veux pas que notre famille devienne un produit commercial, dit-il à son père. Et elle ne le sera pas, mais si ta recherche peut aider d'autres familles, je pense que nous devons la partager. Le livre L'humour qui guérit, la science de l'amour dans les familles recomposées, fut publié 2 ans plus tard et devint un best-seller national. Tous les revenus du livre furent reversés au fonds d'expansion du projet Sourire. Lors de la présentation du livre à Guadalajara, une femme dans le public leva la main pour poser une question. Docteur Diego, je m'appelle Daniela. Mon mari et moi pensons adopter un enfant, mais nous avons peur de ne pas savoir gérer les traumatismes qu'il pourrait avoir. Que nous conseillez-vous? Diego regarda le docteur Carlos, qui était au premier rang avec Valeria et Mariana. Daniela, je vais te donner le meilleur conseil que mon père m'ait donné quand j'étais petit. L'amour ne consiste pas à tout savoir, il s'agit de se soucier vraiment. Si vous vous souciez, vous apprendrez ensemble. Mais, et si ça ne marche pas? Et si ça marche, intervint Valeria en prenant le microphone. Daniela, quand mon père a adopté Diego, il ne savait pas si ça marcherait. Quand il a adopté Mariana, il ne le savait pas non plus, mais il a essayé et il a changé la vie de 3 enfants pour toujours. La réponse de Valeria fut applaudie par le public. Après l'événement, une petite fille d'environ 12 ans s'approcha timidement de la famille. « Excusez-moi de vous déranger, dit-elle, mais vous êtes la famille la plus incroyable que j'ai jamais vue. » « Merci, » répondit le docteur Carlos. « Comment t'appelles-tu? » ?»« Lucia. »« Je vis dans un foyer près d'ici. » Le cœur du docteur Carlos se serra, mais ce fut Mariana qui réagit la première. « Lucia, tu veux t'asseoir avec nous? On peut discuter. » Au cours de la conversation, ils découvrirent que Lucia avait perdu ses parents dans un incendie et vivait depuis 2 ans au foyer. C'était une enfant intelligente et affectueuse, mais sans perspective d'adoption car considérée comme trop âgée. « Oncle Carlos, » dit Mariana en retournant à l'hôtel. « Tu crois que... » « Je crois que notre famille devient très grande, » plaisanta le docteur Carlos. « Mais elle ne devient pas trop grande en amour, » répondit Diego. « Papa, » dit Valeria sérieusement.
Lucia m'a rappelé moi quand j'étais petite. Elle a ce regard de qui a perdu l'espoir. Le docteur Carlos savait que ses enfants avaient raison. Lucia avait besoin d'une famille et ils avaient beaucoup d'amour à donner. Je parlerai à la direction du foyer demain, dit-il finalement. Le sourire qui illumina le visage de Mariana fut aussi beau que celui que Diego avait autrefois enfant. 6 mois plus tard, Lucia fut officiellement adoptée par la famille Mendoza. La maison qui avait commencé avec seulement le docteur Carlos et Valeria abritait maintenant 5 personnes unies par des liens d'amour sincères. Lucia apporta une nouvelle dynamique à la famille. Elle était plus âgée, plus interrogative, avait ses propres opinions, surtout, mais elle était aussi généreuse et avait un talent naturel pour l'organisation. Oncle Carlos, dit-elle après 3 mois passés avec eux, je pense que nous devons mieux systématiser les activités du projet Sourire. Comment ça? J'ai quelques idées sur la façon de rendre le programme plus efficace et d'atteindre plus d'enfants. Lucia, qui avait perdu ses parents à l'âge de 10 ans, avait développé une maturité précoce et des compétences administratives impressionnantes pour avoir dû se débrouiller seule au foyer. Quel genre d'idée? Demanda Diego, intéressé. Nous pouvons créer une plateforme en ligne où les enfants de différentes villes peuvent se connecter et s'entraider comme un réseau social, mais axé sur le soutien émotionnel. L'idée était géniale. Lucia avait identifié une lacune dans le projet, le manque de continuité dans le soutien aux enfants après la fin des activités en personne. Le docteur Carlos Mendoza fut impressionné par la vision stratégique de sa plus jeune fille. Lucia, cette idée peut révolutionner le programme. Ce n'est qu'une suggestion. Vous en savez beaucoup plus que moi. Non, intervint Valeria. Tu as une perspective différente, tu sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide et de ne pas savoir où la trouver. La plateforme en ligne Sourire Connecté fut développée au cours de l'année suivante avec Lucia comme consultante principale. Elle avait trouvé sa vocation, utiliser la technologie pour connecter les personnes ayant besoin de soutien. Diego, maintenant âgé de 23 ans, décida de faire un doctorat en psychologie numérique inspiré par le projet de sa petite sœur. Valeria, âgée de 21 ans, était en 5e année de médecine et faisait déjà des stages en pédiatrie. Mariana, âgée de 13 ans, montrait un talent pour les arts et utilisait des dessins et des peintures pour aider d'autres enfants à exprimer leurs sentiments. Le docteur Carlos Mendoza, à 58 ans, regardait sa famille élargie avec une immense fierté. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle était devenu la plus grande bénédiction de sa vie. Docteur, dit Donia Consuelo, maintenant âgée de 73 ans, mais toujours active. Avez-vous déjà imaginé que vous iriez aussi loin? Jamais, Donia Consuelo. Jamais. Et que croyez-vous qu'il arrivera ensuite? Je ne sais pas, mais je sais que quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. 1 an plus tard, le docteur Carlos Mendoza reçut un appel qui le surprit complètement. Docteur Carlos Mendoza, c'est le comité du prix Nobel de la paix qui vous parle. Nous souhaitions vous informer que votre famille a été nominée pour le prix de cette année. Le docteur Carlos Mendoza resta sans voix. Nominé, pourquoi? Pour l'impact mondial du projet Sourire et la transformation que vous avez promue dans le domaine du développement émotionnel des enfants. Le programme est déjà mis en œuvre dans 15 pays et a touché plus de 2 millions d'enfants. Le docteur Carlos Mendoza n'avait aucune idée que le projet avait atteint cette dimension internationale. Quand il partagea la nouvelle avec la famille, la réaction fut l'incrédulité, suivie de la joie. « Papa, ça veut dire qu'on va rencontrer le roi de Suède ?» demanda Mariana, excitée. « Si nous gagnons, oui. »« Et si nous ne gagnons pas ?» demanda Lucia, toujours pratique. « Si nous ne gagnons pas, nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait, aider un enfant à la fois, » répondit Diego. La famille Mendoza ne gagna pas le prix Nobel cette année-là, mais la nomination leur apporta une reconnaissance internationale pour leur travail. Des invitations à donner des conférences commencèrent à arriver d'universités et d'organisations du monde entier. « Oncle Carlos, » dit Lucia lors d'un dîner, « je crois qu'il est temps de professionnaliser complètement le projet. » « Comment ça ? » Créer une fondation officielle avec une structure internationale, un financement adéquat, une équipe qualifiée. Le projet est devenu trop grand pour le gérer comme un passe-temps familial. Le docteur Carlos Mendoza savait que Lucia avait raison. Le projet Sourire était devenu trop grand pour être géré de manière informelle. Mais je ne veux pas qu'il perde son essence, dit-il. Il ne la perdra pas, assura Diego. Nous resterons le cœur du projet, mais maintenant nous aurons des bras et des jambes professionnels pour aller plus loin.
La Fondation Sourire fut officiellement lancée 2 ans plus tard avec le Dr Carlos Mendoza comme président, Diego comme directeur scientifique, Valeria comme directrice médicale, Lucia comme directrice de la technologie et Mariana comme ambassadrice artistique. Donia Consuelo, maintenant âgée de 75 ans, fut invitée à être la grand-mère officielle de la Fondation, un poste créé spécialement pour elle. Donia Consuelo, dit le Dr Carlos, vous voulez prendre votre retraite? Vous avez déjà trop fait pour cette famille. Docteur, prendre ma retraite pour quoi faire? Tant qu'il y aura des enfants qui auront besoin de bras, je serai là. Le jour de l'inauguration du siège de la Fondation à Mexico, un enfant dans le public leva la main. Oncle Diego, comment saviez-vous que vous alliez pouvoir aider tant de gens? Diego sourit en regardant son père et ses sœurs. Nous ne savions pas. Quand j'étais petit, je voulais juste faire sourire une petite fille et elle voulait juste remarcher et notre père voulait juste que nous soyons heureux. Alors, comment tout ça s'est-il passé? Ça s'est passé parce que nous avons décidé que chaque fois que nous verrions quelqu'un de triste, nous essaierions d'aider. Une personne à la fois, un sourire à la fois. La simplicité de la réponse émut profondément le public. 3 ans plus tard, Diego épousa Camila, une psychologue qu'il avait rencontrée pendant son doctorat et qui partageait sa passion pour l'aide aux enfants. Valeria obtint son diplôme de médecine et fut acceptée pour une spécialisation en pédiatrie dans un hôpital de renommée internationale. Lucia entra à la faculté d'ingénierie informatique, décidée à utiliser la technologie pour des causes sociales. Mariana, maintenant âgée de 16 ans, était devenue une artiste talentueuse et utilisait son art pour la thérapie avec les enfants. Le docteur Carlos, à 61 ans, décida finalement de se retirer de la médecine pour se consacrer entièrement à la fondation. Papa, dit Diego lors d'un dîner de retraite, a-t-il quelque chose que tu veuilles encore faire dans la vie? Le docteur Carlos regarda sa famille autour de la table. Diego et Camila, Valeria avec son nouveau petit ami, Lucia et Mariana, Donia Consuelo toujours forte et présente. Vous savez ce que je veux? Je veux vous voir tous épanouis et heureux. Je veux voir les enfants que vous aurez grandir dans cette maison pleine d'amour. Je veux continuer à aider les enfants tant que j'aurai la force. Et je veux mourir en sachant que j'ai laissé le monde un peu meilleur que je ne l'ai trouvé. Papa, dit Valeria, les larmes aux yeux, tu as déjà laissé le monde beaucoup meilleur. Nous l'avons tous fait, dit Mariana. Ensemble. C'est vrai, acquiesça Lucia. Nous sommes une famille qui a changé le monde, un sourire à la fois. Diego se leva et leva son verre. Un toast à la famille la plus improbable et la plus parfaite du monde. À la famille qui s'est trouvée dans la douleur et s'est accomplie dans l'amour, ajouta Valeria. À la famille qui prouve que les miracles se produisent tous les jours, dit Lucia. À la famille qui m'a appris que rire est la meilleure médecine, conclut Mariana. Le docteur Carlos, les larmes de joie aux yeux, leva son verre pour la famille Mendoza, qui commença avec 2 personnes brisées et devint la plus grande source de joie et de but dans nos vies. Tous trinquèrent, s'embrassèrent, rirent et pleurèrent ensemble, comme ils l'avaient fait tant de fois au fil des ans. Cette nuit-là, avant de dormir, le docteur Carlos regarda par la fenêtre de sa chambre et vit la cour où tout avait commencé 16 ans plus tôt, où un enfant pieds nus avait fait rire sa fille pour la première fois en 2 ans. Il sourit en pensant à quel point la vie est imprévisible et merveilleuse, comment la plus grande tragédie de sa vie s'était transformée en la plus grande bénédiction, comment 4 enfants blessés étaient devenus une famille forte et unie, comment un projet simple né de l'amour avait impacté des millions de vies à travers le monde. Il ferma les yeux et s'endormit le cœur rempli de gratitude, sachant que son histoire prouvait que l'amour, la compassion et un simple sourire peuvent vraiment changer le monde. Fin de l'histoire. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu pensé de cette histoire? Crois-tu que le docteur Carlos a pris la bonne décision en ouvrant son cœur à ses enfants? Laisse ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne.